Bonjour. Je veux d'abord remercier les organisateurs de nos causes communes de m'avoir invité à participer à ce débat. Je le fais avec plaisir puisqu'il recoupe les combats que je mène depuis bien longtemps, mais aussi aujourd'hui dans les qualités de parlementaire européen. Nous sommes ici pour, et c'est l'intérêt de ces travaux, pour essayer de penser et d'aller un peu au-delà de ce qu'on entend habituellement. Et je vais me risquer à quelques idées qui n'ont pas forcément valeur de véracité toujours, mais que je mets dans le débat, et j'aimerais bien qu'il puisse y avoir un retour de votre part pour pas que finalement nous sortions de ce débat en disant ben, on a entendu des choses qui ont été déjà 1000 fois entendues. Mais quand même rappeler un certain nombre de constats. Nous sommes à un moment unique dans l'histoire de l'humanité, et c'est un moment qui est particulièrement tragique. Ce moment est celui de la question même de l'effondrement de notre civilisation et d'un processus qui est engagé, que je considère être un processus décivilisationnel. Je ne sais pas si c'est un néologisme, mais si c'en est un, j'aimerais bien qu'il soit partagé. Un processus décivilisationnel qui a commencé il y a bien longtemps avec l'émergence d'une modernité portée par le système capitaliste, mais nous reviendrons sur cette question. Ce moment est tragique parce que nous sommes dans une marche vers le précipice. J'avais tweeté il y a quelques jours, c'est une marche aveugle, conduite par des aveugles, vers le précipice. Et puis, en me relisant, je me suis dit, mais ce n'est pas tout à fait juste, en fait. Parce que c'est pire que cela. En fait, nous sommes à un moment où c'est une marche consciente, éclairée par la science, vers un suicide collectif. Et c'est là où on doit se poser une question. Nous sommes tous au courant des rapports du GIEC. Nous sommes tous au courant, tout le monde le dit aujourd'hui, que nous sommes dans la 6e vague d'extinction des espèces. Et que si on continue à ce rythme de prédation, dans quelques décennies, des animaux tels que les grands singes ne seront plus visibles que dans des zoos. Nous sommes tous au courant que si nous continuons à ce rythme de prédation, il n'y aura plus un seul poisson, ni crustacé, ni coquillage connu disponible pour la pêche commerciale avant 2050. Et nous savons tous également qu'avant 2050, il y aura plus de plastique au fond des océans que de poissons. Et entre aujourd'hui et 2050, nous allons produire plus de plastique que nous n'en avons produit depuis le début de l'histoire humaine. Parce que nous devons aussi rappeler un certain nombre de chiffres qui sont ceux de la démographie mondiale. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 7 milliards d'habitants. Dans 100 ans, c'est-à-dire un enfant qui naît aujourd'hui, nous sommes à peu près certains qu'il sera en vie dans 100 ans. Et dans 100 ans, la population va croître pour être à hauteur de 11 milliards d'habitants, selon les projections moyennes de l'ONU. Et il y a un modèle, qui est le modèle, je ne veux pas qualifier d'occidental, mais qui est le modèle capitaliste européen, américain, qui a été porté comme un modèle qui doit être exporté dans le monde entier. Et on se rend compte que si ce modèle continue à être porté, eh bien, cela va accélérer la marche vers ce précipice.
Et étant au courant de tout cela, eh bien finalement, nous ne faisons rien. Les gouvernements ne font pas grand-chose à part des proclamations, et nous voyons qu'il y a une très grande difficulté finalement à remettre en cause nos habitudes. Et c'est là où il faut s'interroger. Et je crois qu'on peut avoir d'abord une réponse un peu simple. On peut se dire, d'un côté, il y a ceux qui tirent le plus grand bénéfice du modèle consumériste et productiviste, la finance, les multinationales, l'oligarchie, et puis de l'autre côté, le peuple, qui lui pourrait être plus vertueux. Mais en fait, je crains que les imaginaires de la multitude, c'est-à-dire du grand nombre, soient peuplés par les injonctions consuméristes de ceux, effectivement, qui portent ce système. Et c'est là où on voit la difficulté qu'il y a à rentrer dans une transformation et à une remise en cause des habitudes. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut toujours revenir sur l'idée même du bonheur. En fait, quand on fait de la politique, on revient toujours sur cette question. Et l'idée du bonheur aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Afrique, partout, elle a tendance à se standardiser, à s'uniformiser et à être sur ce modèle consumériste qui nous conduit vers la catastrophe. Alors, on doit se demander peut-être comment on en est arrivé là. Je crois que le système capitaliste est un système qui fonctionne. Je laisse de côté beaucoup de questions, mais je pense qu'elles ont été évoquées ou c'est présent dans vos esprits. Mais le système capitaliste est un système qui fonctionne sur une horizontalité. C'est la société de consommation et qui combat toutes les verticalités et toutes les transcendances. Et en ce sens, le rapport que nous avons aujourd'hui avec les transcendances, avec la verticalité, avec le temps long, est un rapport profondément modifié. Et nous voulons tout de suite, tout consommer immédiatement, et nous envisageons le bonheur à l'instant T, sans projection. Et du coup, notre rapport aux générations futures, mais comme nos rapports avec ceux qui nous sont éloignés, comme les autres espèces, etc., finalement cela nous indiffère du moment où nous parvenons immédiatement à la satisfaction de nos besoins. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous étions dans la marche pour le climat tout à l'heure, et beaucoup d'entre nous allons retourner en sortant, et moi-même d'ailleurs, dans un mode de vie qui contrevient exactement à ce que j'ai pu dire et à ce que je peux dire actuellement. Donc, c'est ça la difficulté. Mais nous devons vraiment considérer que ce modèle capitaliste est un modèle qui, par essence même, donne des injonctions pour finalement diffuser au maximum cette société consumériste qui est à la base de tous les problèmes. Je ne veux pas être trop long et vous dire quand même qu'on ne peut pas en rester à ce constat et se dire qu'il y a sans doute des moyens d'agir. Je pense que premièrement, c'est vraiment par la base que cela pourra évoluer et par des initiatives locales pour remettre en cause les absurdités de toute cette organisation d'un système capitaliste et du libre-échange qui aggrave la dette écologique. Par exemple, avec des initiatives d'agriculture de proximité, voilà, tout ça, vous connaissez ça très bien.
donc des initiatives locales. La deuxième chose, je pense que l'État, évidemment, doit affirmer son rôle et engager de véritables révolutions. Nous, c'est à la France Insoumise, c'est les propositions que nous avons inscrites dans l'avenir en commun pour opérer effectivement cette bifurcation. Et c'est pourquoi, au niveau européen, nous pensons qu'il n'est pas possible, dans le cadre des traités actuels, qu'il y a une contradiction finalement entre les objectifs que nous proclamons et les traités actuels, qui sont des traités qui tous, au fond, convergent vers ce libre-échange. Enfin, je suis actuellement dans une bataille engagée, je vais parler en prenant des exemples, contre l'accord de libre-échange JEFTA. C'est un accord qui est profondément, non seulement il détruit les droits des travailleurs, mais c'est un accord qui est profondément climaticide et qui prend nullement en compte les intérêts de la biodiversité et des baleines en particulier. Voilà un exemple typique d'une politique de l'Union européenne qu'il faut combattre. Mais les traités européens qui obligent aujourd'hui les États à rentrer dans la règle d'or sont un verrou extrêmement important pour la mise en œuvre dans les États membres et au niveau national de la transformation et de la transition écologique, parce que cela oblige à des investissements extrêmement lourds, extrêmement importants de l'État, à une véritable planification. J'ai noté par exemple récemment que l'État avait renoncé à un certain nombre de projets qui étaient portés par le DCNS pour aller vers les projets d'énergie renouvelable en mer. Cela a sans doute été fait pour des raisons budgétaires. Donc sans moyens, avec des limitations de moyens, on ne pourra pas atteindre les objectifs. La dernière chose, je crois que nous avons beaucoup à apprendre des sociétés, des civilisations premières et des civilisations qui ne sont pas occidentales. On ne peut pas considérer que par nature, l'homme est mauvais. Je crois que le système capitaliste est mauvais. Mais je ne crois pas que par nature, l'homme soit mauvais et que l'homme soit obligé d'aller vers cette mise en cause de toutes les espèces et de son espèce même. Parce qu'il y a des sociétés qui sont celles des peuples autochtones, par exemple, qui, elles, au contraire, avaient pensé toute une organisation dans une harmonie avec la nature. Quand, à la France Insoumise, nous disons « nous ne devons pas prendre plus que ce que la nature peut renouveler », eh bien là, c'est quelque chose, cette harmonie, c'est quelque chose que l'on peut retrouver, par exemple, dans la civilisation indienne, par exemple, dans un certain nombre de principes ayurvédiques. Donc, d'autres civilisations ont pensé aussi cela. Il y a eu des ruptures qui sont arrivées, et je crois que nous devons, et c'est extrêmement important d'être mobilisés, nous devons tous travailler à aider à cette bifurcation. Parce que si cette bifurcation n'intervient pas très vite, nous allons à pas accélérer vers le précipice. Mais nous devons vraiment prendre conscience que cela oblige à des révolutions non seulement coperniciennes des esprits, mais surtout à une remise en cause des intérêts. Pourquoi? Parce que, et vous l'avez dit de manière très juste, il y a ce mythe de la croissance infinie dans un monde fini, pour reprendre une expression célèbre. Donc toujours produire davantage. Or, il faut aujourd'hui considérer qu'il faille mieux répartir les richesses. Mieux répartir les richesses,
et réduire les inégalités dans un monde où la population mondiale va se stabiliser à plus de 10 milliards d'habitants. Mais cela va obliger dans les sociétés européennes et dans les sociétés qui tirent aujourd'hui le mieux parti de cet ordre économique mondial. La planète est malade du capitalisme. Mais ça veut dire quoi, la planète? Bien sûr, la planète, les problèmes climatiques, les espèces. Mais si on pense à l'homme, nos esprits sont malades du capitalisme. Et nos corps sont malades du capitalisme, avec tous les problèmes concernant les pesticides, la façon dont on consomme, etc. La dernière chose, je pense que nous avons essayé d'intégrer la question du reste du monde du vivant dans nos propositions. Bien sûr, elles ne sont pas encore totalement abouties, mais nous avons aujourd'hui un corps de propositions qui fait qu'on a essayé de penser un intérêt général humain qui est dans l'interdépendance avec les autres espèces et avec la prise en compte aussi de la sensibilité animale. Voilà un petit point de complément, mais je suis content d'avoir contribué à cette évolution. Et puisque tu as conclu sur une citation concernant la civilisation, je vais conclure sur aussi une citation concernant la civilisation que j'avais rappelée d'ailleurs ici lors des amphis, qui est celle de Gilles Deleuze, et qui dit que ce qui est profondément universel, c'est de parler pour et à la place des plantes et des animaux sans voix, et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui.